son vivant, c'était un Premier ministre sans pouvoir. Après sa mort, Patrice Lumumba est devenu un mythe, le sauveur assassiné de l'Afrique. Un corps d'une personne importante. Tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Arraché. Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, voilà. C'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste sait identifier ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'a pas le vôtre. Ah. Oh. Vous voulez un couteau? Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. Comment et surtout pourquoi Patrice Lumumba a-t-il été assassiné il y a 40 ans? Une question à laquelle devrait pouvoir répondre Jacques Brassine, diplomate belge et fonctionnaire colonial. Il était dangereux dans ce sens pour nous qu'il n'était pas susceptible, disons, d'être ouvert à des solutions parfois que nous aurions aimé voir réalisées. Louis Marlière, colonel des services secrets belges, a lui aussi joué un rôle clé dans la chute de l'homme politique congolais. Il vit aujourd'hui à Spa, en Belgique. Lumumba a choisi le mauvais camp. Hein. Et bien sûr, il était plus ou moins communiste. Enfin, hein. Il a choisi le camp plutôt des Russes que de l'Occident. En Virginie, nous rencontrons Larry Devlin, un agent de la CIA, chargé à l'époque par le gouvernement américain d'assassiner Patrice Lumumba. Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux Soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. 40 ans plus tard, le pays sur le Grand Fleuve est un État à l'économie ruinée et déchiré par la guerre civile. L'actuelle ministre congolaise de la Culture est la fille de l'ancien Premier ministre Lumumba. Lumumba est devenu le symbole du nationalisme de ce pays. Il est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance. Donc, et comme il a eu aussi une mort tragique, hein, pour ses idéaux, pour se sacrifier, aller jusqu'au bout, je crois que c'est ça qui reste. La résidence de Lumumba à Kinshasa, ex-Léopoldville. En 1960, année de l'indépendance du Congo, le monde entier a le regard rivé sur cette ville-là où se joue la politique mondiale. Patrice Lumumba est le premier homme à occuper les fonctions de Premier ministre. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Nous devons compter sur l'apport des capitaux. L'espace d'un été, le Congo fait la une des journaux. 200 jours plus tard, tout est fini. Roland, le fils cadet de Lumumba, avait à peine 3 ans quand il a vu son père pour la dernière fois. Il faut savoir qui exactement qui a fait, pourquoi, comment. On a droit à ça. Le truc qu'on faisait, c'était grand, hein? La machine à écrire de Lumumba, un souvenir conservé par son seul ami belge. Jean van Lierde est un chrétien rebelle et un fervent combattant du militarisme et du colonialisme. Il tente en vain de jouer les intermédiaires entre Lumumba et le gouvernement belge. Et Patrice était tellement un homme libre que pour les gens, c'était tellement original de voir un nègre qui léchait pas les pieds des hommes coloniaux et des colons et des autres, que instinctivement il devenait comme une menace. Et c'est ça, cette liberté-là, qui a fait de lui, finalement, une espèce de météore qui passe dans le ciel
et puis qui disparaît très vite. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi que les premiers explorateurs européens surnomment le Congo. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin, le monde colonial semble encore intact. Mais les 80 années de domination belge ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais. Dans ce film d'actualité, on aperçoit Patrice Lumumba à l'arrière-plan. En l'espace de 5 ans, cet employé des postes inconnus devient le chef d'un mouvement d'indépendance que rien ne pourra plus arrêter. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. À la surprise générale, le parti de Lumumba, le mouvement national congolais, remporte les premières élections libres. Les Belges lui cèdent le pouvoir à contre-cœur. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale. C'est votre serviteur Lumumba. La cérémonie d'accession à l'indépendance est le théâtre d'un premier scandale. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le roi Baudouin fait un discours dans lequel il magnifie le rôle de la Belgique et il dit tout ce que la Belgique a apporté au Congo. Et il dit aussi qu'on est arrivé à un moment où la Belgique décide de donner l'indépendance au Congo, qu'il est venu pour ça, et c'est très bien. Ça, c'est un discours, disons, que je dirais, classique dans les circonstances. Kasavubu fait un discours. Et pendant que ces deux parlent, je vois encore Patrice corriger un texte. Il corrigeait encore un texte. Le discours de Lumumba n'était pas prévu. Donc, la presse internationale est là, tout d'un coup il se lève, il va à la tribune, il prononce un discours. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lumumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, de beaucoup de gens du monde des affaires. 5 jours après la proclamation de l'État, une révolte éclate au sein de l'armée. Les soldats noirs se rebellent contre les officiers belges qui refusent de quitter leurs fonctions. La crise du Congo fait la une de la presse mondiale. Au Katanga, une province riche en cuivre, l'opposant de Patrice Lumumba, Moïse Tshombe, appelle les Belges à la rescousse pour désarmer ses propres troupes. 10 jours après leur départ, les soldats coloniaux retournent en triomphe dans l'ancienne colonie. René Smal, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu le courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Le Katanga fait sécession. Moïse Tshombe, politicien talentueux, surnommé Monsieur Tiroir-Caisse, se proclame président de la province sécessionniste avec la bénédiction de la Belgique.
À Ivry-Lambertville, il y avait surtout alors des intérêts financiers très importants. Vous aviez l'union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'union minière. Parmi les principaux chefs de la province sécessionniste figure le ministre des Finances, Jean-Baptiste Kiboué. Dès que nous avons pris la boutique, l'union minière exportait toujours le cuivre et les recettes du cuivre étaient versées à la Banque nationale katangaise. Le chef de cabinet de Moïse Tchombé est le juriste belge Jacques Barteloup. L'union minière payait ses taxes, ses redevances, ses impôts au gouvernement katangais et plus à Léopoldville. Donc les Katangais avaient de l'argent en suffisance. Et ce qui leur a permis d'équiper leur gendarmerie katangaise, d'acheter des armes, d'acheter des blindés. Là, il y avait des marchands d'armes qui venaient tout le temps chez Tchombé. Engagés pour défendre le monde libre au cœur de l'Afrique, les mercenaires de Tchombé sont rapidement surnommés les Affreux. À Léopoldville, la capitale du Congo, c'est la colère et la déception. Le drapeau de l'ambassade belge est affalé et l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale renvoyé en Belgique. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Patrice Lumumba a demandé l'envoi de troupes américaines pour expulser les Belges. Il a rencontré l'ambassadeur américain Claire Timberlake. Mais pour ce dernier, l'arrivée de troupes américaines risquait de provoquer la mobilisation de l'armée russe. Et il a conseillé à Lumumba de s'adresser aux Nations Unies. Il s'ensuit une mascarade de grande envergure. Des avions américains sont repeints en toute hâte pour transporter des casques bleus au Congo. Lumumba et son gouvernement ont fait appel aux soldats de la paix pour qu'ils mettent un terme à la sécession du Katanga. Mais les Nations Unies n'interviennent pas auprès de Tchombé ni dans la province séparatiste. Le conseiller militaire de Dakamarjeld, le général indien Indar Riquier, est dépêché au Congo. Monsieur Lumumba, Monsieur Kasavubu et les chefs des différents mouvements du Congo avaient une idée complètement fausse de ce que les Nations Unies devaient y faire. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le Premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kasaï. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire, mais il est confronté à un problème majeur. Comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale? Comme on ne lui avait pas donné d'avion, il a accepté ceux des soviétiques. L'opération militaire est une réussite, mais Patrice Lumumba vient de signer son deuxième arrêt de mort, cette fois du côté américain. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo.
thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Vous étiez en contact avec les Américains? Oui. Ouais. Enfin, ouais. Mon contact était Devlin, Larry Devlin. Ouais. On s'entendait bien et on a fait certaines choses ensemble, mais simplement. Mais les Américains, je crois, voulaient liquider le Lumumba. Oui, le colonel Marlière faisait partie des services spéciaux belges. C'était un officier très respecté. Bon, on s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça, oui. Alors on captait toutes les conversations téléphoniques de Lumumba. Enfin, hein. Ça a rapporté quelque chose? Ben, on savait en général ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Au cours de conférences de presse, Lumumba tente en vain de gagner l'opinion publique à sa cause. Juliana, la fille de Lumumba, a assisté à plusieurs de ces conférences. J'étais tout le temps avec mon père. Souvent, j'étais la seule autorisée quand il travaillait ses discours. Donc je m'asseyais calmement et j'étais avec papa, c'est tout. Dans la presse belge, on le montrait Satan carrément avec des cornes et tout ça, le communiste. Parce que simplement, il disait quelque chose qui était l'aspiration de la majorité des gens, mais qui n'était absolument pas dans la mentalité ni dans le vouloir de la puissance coloniale de cette époque-là. Qu'il voulait que l'homme noir et l'homme congolais soient un homme digne d'abord de sa propre culture, et il croyait en cet homme-là. Nous voulons être indépendants, oui, nous voulons, mais dans l'égalité et dans le respect. Je crois que c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il était intransigeant. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'agent de la CIA, Larry Devlin, reçoit $100 000 de la centrale. Sa mission, faire de l'élimination de Lumumba une priorité qui doit guider ses opérations secrètes. J'ai reçu un câble me signalant l'arrivée d'un officier supérieur chargé de me donner des instructions précises. Cela m'a surpris. Pourquoi m'envoyait-il quelqu'un plutôt que de m'adresser un câble? Les télégrammes belges mentionnent une mystérieuse opération Barracuda et l'arrivée de 2 enfants. Eh bien, je vais vous dire sincèrement que je ne me souviens pas du tout du mot-côte Barracuda. Les 2 enfants, Les 2 enfants, ça ne me dit rien. Mais si, ils ont envoyé deux personnes, oui, un attaché de cabinet et le major Loos, ils les ont envoyés, tous les deux, ça doit être ces deux-là, pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors, il a été question, eux étaient plutôt pour la suppression. Quand il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais entendu dire que la CIA pouvait être mêlée à ce genre d'affaires. Et il voulait m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Je me suis jamais opposé, hein. J'ai toujours laissé faire. Mais on a laissé faire les Congolais, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qu'ils disparaissent définitivement. Je crois.
Puis, il y a eu un démenti selon lequel le président Eisenhower n'avait jamais donné ses instructions. À l'époque, j'étais convaincu qu'il en était l'auteur. Il me semble avoir entendu cette phrase. Soit il a donné ses instructions, soit il a été mal compris. Mais j'étais persuadé que l'ordre émanait du président. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétique sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlière. Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. Il a payé ses hommes de main avec le $1 million versé par les Nations Unies. Mobutu place le Premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le Premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. Désormais, 2 gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général, Daka Marjold, soutient les putschistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba, formée par les pays du tiers-monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Lumumba parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville, située à 2000 km, où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Dans tous les villages, il faisait un discours, et même dans les villages qui ne lui étaient pas favorables, il faisait des discours, et il était pris à son propre jeu, il voulait convaincre, et il était capable de le faire, mais à force de traîner, il a été rattrapé et emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper? Non, non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankuru en bateau et semble en sécurité. Mais ses poursuivants ont repéré le bac sur lequel transite sa famille. 2 jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu a convié la presse internationale pour que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligée au grand Lumumba.
Pauline, la femme de Lumumba, avec Roland, son fils cadet. J'ai appris à grandir avec cette image que j'ai un peuple que je n'ai pas connu. Je l'ai connu à travers les autres, qu'il a une dimension qui est hors du commun. Et lui-même se définissait en tant qu'idée, malgré que c'était un père, un bon père de famille qui s'occupait de ses enfants. Mais ses enfants, sa famille, ce n'était pas tout son monde. Son monde, c'était un monde beaucoup plus large. On l'a mis à Tazewell, oui, où il était, je ne sais pas ce qu'il est de Tazewell, il était gardé par Bobozo, hein, qui l'a gardé, et puis un beau jour, on a dit qu'il voulait s'évader. Et alors, c'est alors que Ndaka a pris les choses en main pour l'envoyer ailleurs. Victor Ndaka était lui aussi un ami proche de Patrice Lumumba et son représentant à la tête du parti. Nommé chef de la sûreté de l'État par Mobutu, il est chargé d'arrêter ses anciens camarades de parti. Le 13 janvier, il y aura ce qu'on appelle une mutinerie au camp militaire. L'armée était divisée en deux. Il y avait des pro-lumumbistes et des anti-lumumbistes. C'était un homme qui aurait été capable de retourner le camp Tazewell et de... Il était capable de tout. C'était un très grand monsieur, Lumumba. Un très grand leader politique. On donna chacun son rôle. Mon rôle était d'aller à Tazewell, prendre les prisonniers et de là, les acheminer vers Moanda. C'est dans l'avion que Lumumba s'est rendu compte des réalités. À bord du petit avion se trouvent également deux amis politiques de Lumumba, les ministres Mpolo et Okito, qui partagent le même sort que lui. Moi, comme je ne suis pas intéressé, moi, je lève les mains. C'est tout. Destination de ce voyage planifié dans le moindre détail, le Katanga, où Lumumba est attendu par ses ennemis jurés. Et on m'a dit, demandez à Tshombe qu'il reçoive le colis. Hein? Pour envoyer ce message secret, le colonel Marlière utilise la liaison radio des services secrets belges. Tshombe reçoit également un télégramme du gouvernement belge lui ordonnant de récupérer les prisonniers. L'avion atterrit à l'aéroport du Katanga. Et nous étions présents quand Lumumba et les deux autres ont descendu de l'avion. C'était pas très beau à voir. Ils ont embarqué les trois personnes dans la Jeep. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était Lumumba que j'avais déjà vu avant l'indépendance. On lui avait enlevé sa barbiche, il était ligoté, par ça. Il était leur trois. Le champ d'aviation était occupé par les casques bleus suédois, qui étaient là, qui ont suivi toute l'histoire. Les prisonniers sont emmenés dans la maison inoccupée d'un colon belge, la Villa Brouet, près de l'aéroport. Ils sont surveillés par la police militaire sous le commandement d'officiers belges. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que vous étiez là? J'ai eu plusieurs membres du gouvernement katangais, dont le ministre de l'Intérieur, M. Munongo, qui a regardé Lumumba de bas en haut et de haut en bas, puis qui a caché par terre. Quand j'ai vu ça, il me dit Lumumba les condamne à mort. Vous n'avez pas de pitié avec lui, par exemple? Pourquoi? Il n'y a pas de pitié à avoir pour ce diplôme. C'est lui qui a emmené, qui a assisté mon roi. Ça vous a touché un peu? Touché, oui, mort d'homme, ça ne laisse pas indifférent, mais enfin, certains, je ne... Non. Moi, j'ai vu les Lumumba là-bas, en grandissant là-bas. Je lui ai rappelé une chose. Il me disait qu'écoute, Jean, quand j'arriverai au Katanga, nous allons écraser votre parti politique. Moi, je disais non, c'est toi que nous allons écraser. C'est ça ce qui m'a rappelé. Il dit voilà, moi j'arrive ici chez vous, vous m'avez écrasé effectivement. Dans l'après-midi, une pluie tropicale s'abat sur le Katanga.
pense le tuer. En disant, si on ne le tue pas, on aura encore tous les ennuis. Ils avaient tenu leur fameux conseil de gouvernement qui avait décidé la mort de Lumumba. Ils avaient bu beaucoup pendant ce conseil, ils avaient bu beaucoup après. On les amenait à la présidence, chez Moïse. Ils faisaient, c'était le soir. C'était déjà vers 20h, 20h30. Et de la présidence, ils sont allés à l'endroit de l'exécution. 3 semaines plus tard, les journaux titrent « Lumumba et ses complices massacrés par des villageois ». Un mensonge parmi tant d'autres. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la vérité éclate au grand jour. Aucun des assassins ni des instigateurs du meurtre de Lumumba n'a jamais été poursuivi. La dernière lettre de Lumumba, rédigée en captivité. Je me rappelle souvent de la phrase dans cette lettre qui disait « À mes enfants que je laisse ». À mes enfants que je laisse et que je ne verrai plus, je voudrais dire que l'avenir du Congo est beau. Dites-leur que l'avenir du Congo, il est beau et il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir son devoir sacré. Il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Vous êtes européen, vous êtes allemand. Je crois que cette image, je ne suis pas juive, je suis noire, ça rappelle l'Holocauste. On a brûlé des corps, on a pris leur graisse pour faire des engrais, on a pris les dents en or pour faire un trésor de guerre. Et vous appelez ça crime contre l'humanité.